Bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire porté cette année en 2025 par Habitat Participatif France. Vous êtes en train de vous connecter petit à petit. On est déjà à près de 80 participants. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux, nombreuses. On va laisser les quelques minutes pour que tout le monde se connecte. Et puis, j'aurai juste après un petit mot d'introduction pour démarrer ce webinaire. Peut-être pour ceux qui sont déjà connectés, je vous propose, en attendant que tout le monde se connecte, pour faire un petit atterrissage, peut-être de marquer dans le chat votre prénom et si vous êtes un groupe d'habitants, le nom du groupe, et puis surtout d'où vous venez, d'où vous êtes connecté aujourd'hui, donc votre lieu géographique. Comme ça va nous donner un peu à voir qui est parmi nous. Je vais même le faire en direct. Voilà, n'hésitez pas à noter. C'est une proposition pour celles et ceux qui ont envie. Personne. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ouais, merci. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints, on est au début de ce webinaire. On laisse les quelques minutes d'atterrissage pour que tout le monde se connecte. Bienvenue à toutes et tous. On est ravis avec Paola de vous accueillir pour ce temps. Apparemment, le chat, c'est pas dans le chat, les gens le mettent dans les Et, questions-réponses. ouais, c'est dans le QR. C'est sur l'autre. Et donc, la proposition pour les gens qui nous rejoignent, c'était de marquer alors, soit dans le chat, soit dans le QR, votre prénom, si vous êtes dans un habitat, quel habitat, et puis surtout votre lieu géographique. Ça nous permet de voir qui est parmi nous. Allez, je laisse encore quelques secondes parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui se sont connectées, et puis on démarre dans une poignée de secondes. Encore bienvenue à toutes et tous. Catherine Vaisseau, la Camilla. Allez, c'est parti. Eh ben, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire sur la question de l'habitat participatif et des liens intergénérationnels. Je me présente rapidement, je suis Charlotte Garcia, je travaille au sein d'Habitat Participatif France. Je suis responsable du programme Habitat Participatif et Vieillissement. Je suis accompagnée aujourd'hui par Paola Arpins, ma collègue qui va être avec moi pour animer ce séminaire. Et puis surtout, je suis accompagnée de 6 habitants, habitantes que je présenterai juste après. Je suis ravie que vous soyez aussi nombreux, nombreuses. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Bienvenue à tout le monde. Vous êtes une belle centaine de participants. Avant qu'on laisse la parole aux habitants et aux habitantes, un petit mot quand même pour peut-être les personnes qui se sont connectées et qui ne nous connaissent pas. Donc un petit mot rapide sur Habitat Participatif France. Donc HPF est une association qui est en fait un mouvement citoyen qui regroupe tout un tas d'acteurs, notamment des habitants qui sont déjà dans des projets ou en cours de montage de projets, ou des personnes qui s'intéressent au sujet, des structures citoyennes qui portent aussi la sensibilisation de ce type d'habitat sur tout le territoire, et puis aussi des professionnels. Voilà, donc HPF porte un ensemble d'actions autour de l'habitat participatif, des actions de plaidoyer pour essayer en tout cas de faire euh, aller de l'avant le développement de l'habitat participatif en France.
on a plusieurs programmes à Habitat Participatif France et aujourd'hui, ce webinaire s'intègre donc dans le programme Habitat participatif et vieillissement, qui cette année est financé par AG2R, la mondiale, et on les remercie chaleureusement pour ce soutien apporté à ce programme. C'est la deuxième année, donc on est un peu dans la phase 2 de ce programme. Et l'année dernière, il y avait déjà eu un certain nombre d'actions qui avaient été menées en 2023-2024, qui avaient été financées l'an dernier par Malakoff Humanis, une autre caisse de retraite. Euh, En deux mots, avant de rentrer dans le webinaire, juste pour vous redire quand même pourquoi on a mis en place ce webinaire dans le cadre de ce programme Habitat Participatif et Senior, parce qu'à Habitat Participatif France, on est convaincu que la prise en compte du vieillissement est un enjeu majeur aujourd'hui dans notre société. Et voilà, on avait à cœur de développer un certain nombre d'actions pour faire reconnaître en fait cette forme d'habitat, l'habitat participatif, comme une solution en tout cas efficiente et adaptée pour les personnes vieillissantes, seniors. Et voilà, donc ce programme est vraiment là pour accompagner le développement, enfin, le déploiement de nouveaux projets qui incluent cette dimension vieillissement et donc intergénérationnel. Euh, il y a donc plusieurs actions dans ce programme et le webinaire d'aujourd'hui est une des actions de ce programme. Donc l'intention de ce webinaire, c'est vraiment d'être sur un temps grand public pour sensibiliser à ce type d'habitat. Voilà, donc on est sur un temps où on va être surtout dans des témoignages d'habitants. J'en profite pour faire un petit point technique et sur ce webinaire. On va avoir là, pendant les 45 minutes qui suivent, un temps de témoignage avec donc nos trois habitats invités. Et puis, donc Paola, qui est avec moi, recueille évidemment vos questions que vous pouvez tout au long du webinaire poser sur le chat, sur le QR, pardon, sur questions et réponses. Donc, voilà, si à l'écoute des témoignages, il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Paola va faire voilà, un travail de centralisation et entre 18h30 et 19h, sur la dernière demi-heure, on prendra le temps de, voilà, de répondre à quelques questions. Euh, et ben, peut-être un dernier petit mot avant que je laisse la parole aux invités sur le sujet de notre webinaire qu'on a donc intitulé Habitat participatif et liens intergénérationnels, comment en parler, les incarner au quotidien et les questionner dans le temps. Pourquoi on a eu envie de faire ce premier webinaire sur cet aspect intergénérationnel parce que on a le sentiment, voilà, en ayant suivi et accompagné beaucoup de projets, que c'est souvent une dimension qui est un petit peu recherchée, un peu fantasmée, qui est souvent une ambition recherchée dans les groupes. Et donc, on a eu envie de questionner un peu comment ce sujet était finalement saisi par les groupes, comment c'était vécu très concrètement cette question intergénérationnelle au quotidien et surtout comment les collectifs arrivent à s'en emparer, à la questionner dans le temps, à peut-être anticiper des choses pour l'avenir. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on a préparé ce webinaire avec les personnes qui sont avec moi. Et on va donc, à travers leurs témoignages, essayer de vous apporter quelques éclairages. Euh, j'ai donc le plaisir de vous présenter les trois habitats et donc les trois binômes qui sont parmi nous pour témoigner sur ce sujet et je les remercie chaleureusement. Donc on accueille l'habitat des Trois Moineaux avec Thomas et Françoise qui sont ici, qui est un habitat du côté de Lille, plus précisément à Villeneuve-d'Ascq.
qui est un projet de 22 familles, si je ne me trompe pas, mais vous me corrigerez Ah, tous les deux, qui a été créé il y a un bon moment, mais si je ne me trompe pas, depuis 2018, vous y habitez, 2018, 21 c'est ça? juin 2018, pour être 21 juin précis. 2018, et qui est un projet avec une partie en accession libre, une partie en accession sociale et une partie en locatif social. Le deuxième projet, c'est le projet de l'auberge avec Irène qui est ici parmi nous et on a une deuxième habitante qui va la rejoindre d'ici quelques minutes. Donc c'est un projet à Dol de Bretagne, pas très loin de Rennes, qui est un projet de 23 logements, alors pareil, avec une mixité accession et locatif. Et enfin, le troisième projet, qui est la coopérative Equinox Ecoe à Clapier, à Montpellier. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie et Johanna qui sont avec nous pour témoigner sur ce projet. Et à Equinox Ecoe, c'est 20 logements en coopérative. Ce qui est très riche, et vous allez l'entendre, c'est qu'on a trois projets avec aussi alors un nombre d'habitants assez similaire. On est sur une vingtaine de logements, mais avec des montages assez différents. Et donc, on va voir en quoi aussi ça a peut-être un impact sur cette dimension intergénérationnelle. Euh, ben, je crois que j'ai assez parlé et je vais tout de suite laisser la parole aux habitants et habitantes. On a fait le choix et merci encore quand j'ai cherché des habitants pour témoigner, j'ai proposé que vous soyez deux pour témoigner, pour avoir aussi un regard croisé, un regard double, voilà, avec aussi une représentation d'âge différent dans vos binômes, pour que ça puisse être nourrissant. Eh ben, on va démarrer tout de suite avec une première question. Et donc, cette première question que je vous adresse, c'est comment vous avez en fait initié et un peu porté cette dimension intergénérationnelle au moment où vous avez monté votre projet. Voilà, comment vous vous en êtes saisi collectivement, d'où c'est parti, voilà. Est-ce que ça a fait l'objet de vos discussions et à quel niveau? Peut-être je laisse la parole au toi, moi, nous, à Thomas et Françoise pour démarrer. Oui, bah, comme tu l'as dit, Charlotte, nous, on a démarré en 2018, mais le projet a vraiment démarré, été initié en 2011, notamment avec Françoise qui est à mes côtés, qui fait partie des fondatrices Ouais. du projet, qui peut expliquer un petit peu comment ça s'est passé à l'origine, parce Ouais. qu'au tout début, c'était que des seniors, hein. Oui, au début, c'était un projet d'habitat groupé senior. En fait, il est né d'un groupe d'études citoyennes sur le vieillissement à Villeneuve-d'Ascq. Et dans cette étude, bien sûr, il y avait le thème du logement, où on a visité X réalisations. Et on a été amené à une rencontre nationale de l'habitat à, à Strasbourg. Et d'un seul coup, ça a été une révélation. On s'est dit que ça correspondrait tout à fait à notre projet tel qu'on le concevait. On était tous des retraités engagés, dynamiques. Et on a démarré comme ça avec un groupe de retraités. On a fait un appel sur la ville et on a mené ce projet pendant 3 ans en tant qu'habitat, on le disait à l'époque, groupé senior. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était pas, il nous manquait quelque chose. Et quand on a trouvé le terrain, il y a un groupe de jeunes qui cherchaient aussi un terrain, parce que ça a été une galère pour trouver un terrain, et on avait un terrain plus grand que prévu, donc qui cherchaient et ils ont voulu se rapprocher de nous. Et là, ça a été tout à fait, on s'est tout de suite bien entendu. On a travaillé ensemble, on a fait des rencontres, des week-ends, on s'est réparti le travail en commission, on a travaillé le projet de vie ensemble et la place des enfants, la place des seniors, comment on allait se répartir dans le logement, euh, l'entraide qu'on allait s'apporter et tout de suite, on s'est bien entendu. Voilà comment est né le projet. Françoise. Je ne sais pas si Ouais. tu as complété. Non, moi de mon côté, j'ai connu la première époque où c'était exclusivement des seniors.
Et je suis revenu 2 ans après où effectivement là c'était ouvert aux familles et donc effectivement j'ai pu voir que bah, les familles étaient totalement intégrées dans le projet et aujourd'hui bah, on est encore dans un habitat où il y a quand même un équilibre entre les seniors et les actifs Ouais. et on essaye de pouvoir garder cet équilibre le plus longtemps possible pour Ouais. le bien de l'habitat. En fait, sans le vouloir, on était moitié senior, moitié jeune. Voilà. Famille avec des jeunes enfants, d'autres des plus grands. Voilà. Je sais pas si on a encore du temps. Bon, bah, merci à tous les deux, puis on y reviendra si on a encore un peu le temps. Je vais laisser la parole à Nathalie et Johanna, si vous le voulez bien, pareil, nous dire un peu comment cette question a été voilà, discutée chez vous. Est-ce que ça a fait partie des intentions de départ? Ouais. Alors, en fait, nous sommes issus d'une association qui s'appelle Maison Ecoé. Et Maison Ecoé est elle-même issue d'une association qui s'appelle Accompagnement Ecoé, dont l'ADN, c'est de porter assistance, enfin d'accompagner des personnes en grande vulnérabilité. Et dans notre volonté de faire un habitat participatif, il y avait déjà intégré la dimension de vulnérabilité qui s'exprime bien sûr dans l'avancée en âge, mais qui s'exprime aussi pour tout un chacun. Et donc, on avait envie d'un habitat intergénérationnel dans le sens où on puisse être aidant ou aidé, importe peu à quel âge on puisse être aidant et aidé, parce qu'en réalité, on est tous euh, à des périodes de la vie très vulnérables. Et l'idée, c'était vraiment justement d'avoir une forme de résilience collective à travers ce choix de l'intergénérationnel. Et on a dû justement veiller, même par rapport aux candidatures qu'on recevait, à maintenir ce cap de l'intergénérationnel parce que, un peu comme pour les Toi, moi, nous, initialement, il y avait beaucoup de seniors qui se portaient candidats. Et justement, pour jouer cette complémentarité et cette vitalité qu'on a besoin de partager en complément entre les jeunes et les moins jeunes, il a fallu à un moment donné faire des choix même pour préserver cette dimension intergénérationnelle. Voilà, on peut évoquer rapidement notre histoire. Merci Nathalie. Johanna, tu voulais rajouter quelque chose, toi, sur un peu l'origine ou peut-être quand tu es arrivée, toi, à quel moment En fait, c'est comme je disais au début, je pense qu'il y avait plus de seniors et les plus jeunes, on est venus à la fin parce qu'en fait, souvent, quand on a envie d'acheter, qu'on a envie de se poser quelque part, on n'a pas envie d'attendre 5 ans qu'un projet soit réalisé. Et c'est vrai que nous, on est arrivé 2 ans avant la construction. On a quand même eu le temps quand même de participer quand même à la construction de l'habitat et pouvoir quand même rentrer assez rapidement dedans. Et moi, personnellement, j'étais en couple à cette époque-là. Et maintenant, on est une famille. J'ai 2 enfants, qui ont 4 ans et 2 ans, qui sont nés ici, quoi, dans l'habitat. Donc maintenant, on est 4. Merci. Je continue avec Irène, je te passe la parole. Pareil, est-ce que tu peux nous dire chez vous, voilà, comment ça, cette question intergénérationnelle a fait l'objet du cœur du projet ou pas? Je dirais pas que c'était au cœur du projet, mais c'était dans le projet dès le départ. 2013, euh, les initiateurs du projet, c'était 3 foyers avec de jeunes enfants. Et ils avaient déjà à l'esprit de dire il serait intéressant de brasser les générations. Alors, dans la projection qu'ils pouvaient en avoir, on s'aperçoit que c'est au fil des années que c'est pas exactement ça qui se produit, mais ça fait rien. C'était l'envie de partager des choses avec des gens, disons, de la génération de leurs parents. Et qu'il puisse y avoir là pour leurs enfants aussi à proximité des,
des personnes de l'âge des grands-parents, avec toute la diversité de ce que peuvent être des grands-parents. Donc, parmi les seniors, il y a des couples et il y a des personnes seules. Un équilibre aussi, euh, environ moitié-moitié, mais voilà, pas tout à fait. Et on le verra dans la suite des choses, mais une diversité aussi de compétences qui sont arrivées avec les seniors en question et de pouvoir croiser avec les compétences que peuvent avoir des foyers plus jeunes. Donc, il y avait cette idée-là aussi dans le projet de départ. Mmh. Merci beaucoup. Je trouve intéressant d'entendre dans vos trois expériences qu'il y en a deux pour les Toi, Moi, Nous et pour Equinox Ecoe où on a le sentiment que le groupe un peu fondateur, initiateur, c'était plutôt des seniors auxquels se sont agrégés, entre guillemets, dans un second temps, plutôt des familles. On va dire que c'est un schéma qu'on voit assez souvent, qui est presque un peu le plus répandu, entre guillemets. Et puis dans le cas de l'auberge, c'est intéressant, c'était plutôt un groupe de trois familles, donc plutôt des plus jeunes, auxquels se sont agrégés plutôt des personnes seniors. Donc voilà, on a aussi l'exemple de deux initiatives, enfin trois initiatives différentes, mais qui en même temps, on sent que derrière, dans chacun de vos trois projets, tout le monde avait finalement ce sentiment que c'était intéressant d'arriver à mixer, enfin je sais plus comment tu l'as dit, Irène, de venir mixer un peu ces générations pour, voilà, pour être dans une forme de présence, d'entraide, de proximité, pour des compétences, pour de l'entraide au quotidien. Euh, donc en tout cas avec une même visée, même si les initiatives ne sont pas parties et ne se sont pas construites de la même façon. Merci pour cette introduction. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus, on va dire, dans le vif du sujet, j'avais envie de vous poser une deuxième question. Donc, on a vu comment cette question est arrivée dans vos habitats. Si vous deviez un petit peu nous parler de la manière dont ces liens intergénérationnels s'incarnent au quotidien, donc c'est ma deuxième question. Si vous voilà, si vous deviez un peu nous témoigner de la manière dont ça s'incarne, est-ce que vous sentez voilà, que ça apporte des choses particulières et spécifiques, le fait de vivre entre plusieurs générations? Est-ce qu'il y a des attentes spécifiques de la part des seniors et des familles? Et puis peut-être vous inviter à nous donner une anecdote significative, si vous en avez une en tête, qui pourrait traduire un peu ces liens intergénérationnels. Et ben, je redonne la balle au toi, moi, nous, sur votre vécu. Oui, bah, comme le disait un petit peu Irène, pour nous, c'est un peu la même chose sur la partie entraide. C'est quelque chose qui se fait un peu naturellement chez nous. Autant on peut discuter sur beaucoup de sujets, autant sur le côté entraide, solidarité, c'est quelque chose qui était vraiment naturel dès le début, hein. Donc, comment ça se passe concrètement? Bah, souvent, c'est des coups de main, par exemple, des seniors qui vont garder les enfants pour les familles, donc quand ils ont un besoin, conduire un enfant ou aller le chercher à l'école. On a par exemple aussi un petit outil WhatsApp où on s'échange les informations, notre actualité, pour dépanner, pour faire des courses. Donc ça, au quotidien, c'est des choses qu'on vit et ça s'est fait vraiment naturellement. On n'a pas vraiment fait de réunion pour travailler là-dessus. Ça s'est fait vraiment, je pense, au fil de l'eau. Et je pense que ça, on le vit plutôt bien. Moi, de mon côté, bah, souvent, on me sollicite pour le côté peut-être un peu technique, sur le côté informatique. On a par exemple des agendas en ligne. Donc, des fois, il y a des petits soucis techniques. Bon, on fait appel à moi pour ce genre de choses. Donc, voilà, après, ça crée des liens entre les personnes. Un autre exemple que je peux donner, tout frais d'aujourd'hui, avec une de mes voisines, on a accueilli une personne pour l'écouter pendant presque 2 heures sur un projet potentiel d'habitat participatif à Villeneuve-d'Ascq. Donc, voilà, on partage notre expérience. Donc, elle est senior et donc moi actif. Et donc, on a pris ce temps-là, tous les deux, à écouter cette personne. Et puis, on a trouvé ce moment assez sympathique. Et donc, on refera ça par la suite avec d'autres personnes qui ont des questionnements sur l'habitat participatif. Et Françoise, toi, tu voulais partager aussi une situation assez particulière qu'on a vécue ici? Ah oui. Sinon, pour compléter, je trouve qu'il
on est complémentaires, quoi. C'est vrai que les retraités sont très disponibles et dynamiques, c'est ce qu'ils ont apprécié chez les jeunes. Et donc, on rend quand même pas mal de services et ils se sentent sécurisés parce que même s'ils sont en retard pour rentrer le soir, ils nous appellent pour aller chercher des enfants ou il y a des enfants plus grands qui rentrent et ils se sentent sécurisés parce qu'ils peuvent faire appel. Ils savent qu'on sera toujours là pour s'il y a un problème. Et même, il y a une jeune qui m'a dit, même ça m'évite des fois de prendre des jours de congés supplémentaires pour les enfants parce qu'on sait que vous êtes là. Voilà, donc c'est une belle. Quant aux retraités, bon, je pense qu'on avance en âge. Il y en a beaucoup autour de 70 et même 80 ans, comme moi. Donc, mais on a fait le choix pour le moment, les problèmes de santé, c'est entre les retraités. On s'épaule entre retraités, conduire à l'hôpital, voilà. Mais les jeunes, bien sûr, je vais vous montrer un exemple. Il y a une personne chez nous qui a déclaré la maladie d'Alzheimer et on a eu une famille qui est au chômage, un jeune couple, qui s'est entendu avec les enfants de cette dame qui habitait loin et qui ont accueilli, enfin, allaient rester chez elle, mais ils étaient et dès le matin, ils allaient la réveiller, enfin voilà. On a fait appel aussi à des personnes extérieures au niveau des soins et elle a pu retarder énormément, enfin au moins 2 ans, son entrée en maison de retraite parce que la famille a voulu la rapprocher parce qu'elle était dans la région parisienne. Et là, ça a été un travail enfin un travail, un plaisir même d'entourer Marie-Hélène, qui était une personne charmante, qui était dès le début du projet. Et les jeunes aussi allaient la voir. Elle fait partie, on veillait à ce qu'elle soit toujours là aux réunions, aux fêtes. Voilà, ça a été ça l'entraide. Et le jeune couple qui accueillait cette famille, on les a dépannés de temps en temps, on invitait à manger Marie-Hélène. S'ils étaient absents une journée, on s'en occupait. Et autant jeunes là que vieux. C'était une belle expérience. Et c'est ce qui se vit, quoi. Voilà. Ouais, merci. Oui, une vraie forme de résilience, j'ai envie de dire, et en tout cas d'accompagnement sur des moments comme ça de vie un peu vulnérables. Le cadre de l'habitat participatif permet qu'il y ait du soutien et de l'entraide. Enfin, je l'entends dans vos propos. Oui. On avait dit au départ qu'on irait jusqu'à la dépendance, Mm. on restait des retraités dynamiques, on peut se dépanner, mais là, on a été vraiment assez loin avec Assez elle. loin dans l'accompagnement. Donc, pour le moment, on répond de façon ponctuelle, mais on se pose quand même des questions Mm. vers la dépendance, parce qu'on a eu pas mal de pépins de santé. Et il faut qu'on réfléchisse un peu plus au vieillissement et à prévenir, peut-être à mutualiser des services, etc. Mm. Oui, ça, c'est un vrai sujet qui avait fait l'objet de discussions l'an dernier dans le programme de l'accompagnement quand il y a de la dépendance ou même sur de la fin de vie. Et voilà, ça fait aussi partie des sujets qu'on a envie de creuser. Il y aura peut-être un prochain webinaire vraiment sur ce sujet-là de comment accompagner des personnes qui sont vraiment dans ces endroits voilà, un peu plus vulnérables quoi, et de fin de vie. Toujours est-il, c'est que l'entraide, chez nous, ça marche vraiment bien. Voilà. Mmh. Après, il y a d'autres, on en Merci. parlera après, mais au quotidien, ça se vit bien. Et ce qu'on voulait dire, c'est que les jeunes, ils apportent beaucoup la gaieté, ils sont plus Mmh. ouverts sur le culturel, organiser des fêtes, donner du dynamisme, ouverture sur l'extérieur. On a une grande salle commune et ils animent beaucoup ce Mmh. côté festif. Voilà. Super. Merci beaucoup, Françoise. Je vous donne la parole, Nathalie et Johanna, si vous voulez nous témoigner comment ça se passe chez vous. Tu veux que je commence? Allez, vas-y. Donc, la vulnérabilité, ça peut être aussi pour les jeunes, parce qu'en fait, moi, j'ai eu des problèmes de santé pour mes enfants, et donc, du coup, j'avais pas mal de rendez-vous médicaux.
Et c'est vrai que les seniors, les retraités qui sont là la journée, et quand j'avais des rendez-vous médicaux, ils m'ont aidé à garder, comme j'en ai deux en fait, ils m'aidaient à garder l'autre enfant pendant que j'allais à mes rendez-vous médicaux. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'étais en totale confiance de leur laisser. Et puis c'était jamais les mêmes, ça changeait. Eux, ils étaient contents en plus que c'était les enfants en bas âge, tout mignons. Donc en fait, ils étaient contents de les garder. Et moi, bah, ça me soulageait de ne pas avoir emmené les deux enfants avec moi. Donc c'est vrai que ça, j'ai beaucoup apprécié. Et chez nous, on a aussi, donc dans l'autre sens, on a aussi Simone. C'est notre plus âgée de l'habitat. Elle a 94 ans. Et c'est notre grand-mère à tous, à toutes. Et donc, on va la voir régulièrement. Donc, moi, j'y vais avec mes enfants. Elle est toujours contente de les voir. Et elle adore le dynamisme. Elle est pleine de vie. Moi, j'apprécie beaucoup de discuter avec elle. Et donc, du coup, tout le monde va la voir régulièrement. En plus, elle est moderne, elle a WhatsApp, elle suit les groupes. Je veux dire, c'est vraiment une super mamie. Et donc dans les deux sens, c'est agréable, ce côté intergénérationnel, où j'avais aucune attente spécifique en arrivant dans l'habitat. Et j'apprécie beaucoup ça. Les échanges aussi sur les expériences, je trouve que c'est très enrichissant. Donc, euh, plutôt satisfaite. Voilà. Ce que je peux rajouter, c'est que effectivement, comme pour les toits moineaux, on a des systèmes de WhatsApp. On a Radio Equinox, ça c'est un peu les affaires un peu légères, et puis les affaires sérieuses sur un autre WhatsApp. Et là, c'est sans arrêt des échanges, des coups de main, des demandes qui sont réglées très très rapidement. Donc là, vraiment sur un plan très pratico-pratique, il manque un oignon, j'ai besoin d'être amené à la gare. Voilà, ça c'est vraiment au quotidien ce qui se passe. Et ça c'est extrêmement précieux parce que ça fonctionne super bien. Sur des plans, on va dire, un peu plus complexes. Par exemple, il y a des familles monoparentales et il y a pas mal de retraités qui les aident, notamment je pense à notamment une maman qui a 3 enfants. Il faut les amener au foot, voilà. Elle est seule et donc c'est quand même son voisin qui a 85 ans, c'est lui qui fait les navettes très régulièrement pour accompagner les uns et les autres à leurs activités. Et ça, c'est vraiment, voilà, quand on parle de vulnérabilité, ça peut être celle-ci, celle d'être une famille monoparentale et avoir tout ça à gérer. On a eu aussi, on est une grande famille, hein, on est une grande famille de 45 personnes, et il y a des joies et des peines qu'on partage, et puis l'avancée en âge qu'évoquait tout à l'heure Françoise. Nous, dans notre cas, on a eu des personnes en fin de vie qu'on a accompagnées. Et ça faisait vraiment partie déjà de notre projet d'inscrire l'accompagnement en fin de vie dans notre aventure humaine, dans notre aventure d'habitat, et être confronté à ça et le faire pas en se substituant ni aux professionnels ni aux familles, mais être là simplement en voisin bienveillant. Ça a vraiment permis de soulager certaines familles qui étaient éloignées, de pouvoir les accueillir, de pouvoir faire le lien avec les personnes en fin de vie. Et puis, ça a été les visites qu'on leur a rendues, les services qu'on a pu leur rendre. Et aussi pour les uns et les autres, comprendre qu'on est tous dans cette finitude annoncée. Et on a eu un témoignage, une histoire incroyable qu'on a vécue d'une personne, d'un senior qui savait qu'il allait nous quitter, qu'il allait partir. Il nous a tous réunis, les grands et les petits, pour nous dire adieu. Et ça, voilà, ça c'est une histoire de vie qui s'inscrit dans quelque chose de tragique,
mais qui s'inscrit aussi dans ce partage de la grande famille humaine où justement notre humanité, elle s'exprime aussi et particulièrement dans ces moments-là. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup marqué tous et il avait même demandé à ce que chacun, grand et petit, participe à un moment donné ou à un autre à l'hommage, à son dernier hommage. Voilà, ça voilà, c'est une aventure assez incroyable qu'on a vécue, heu, voilà, intergénérationnelle, même dans la cérémonie d'adieu. Mmh. Voilà. Mmh. Ouais, merci beaucoup pour ce témoignage à toutes les deux. Merci. Je te donne la parole, Irène, pour que tu nous dises, vous, à l'auberge, comment ça se passe, vos liens, comment vous les vivez. Si tu peux nous donner un peu des exemples ou une anecdote que tu as en tête qui peut illustrer ça. Euh, Moi, il me semble que c'est dans les questions de rythme qu'on s'apporte le plus mutuellement. Euh, c'est plutôt, je règle générale, c'est plutôt chez les foyers plus jeunes que l'envie d'avancer. Un petit instant, je pense que c'est Héloïse, excusez-moi. Ben voilà, la voisine qui nous rejoint. Voilà, Héloïse qui arrive du travail. Bonjour Donc, Élise, bienvenue. voilà. Donc oui, c'est voilà, plutôt les jeunes qui ont envie d'avancer, que les choses se fassent dans un rythme un peu accéléré. On le voit particulièrement par rapport aux aménagements, aux travaux de notre lieu commun. Euh, Évidemment, pour les personnes plus âgées, il y a tout ce qu'on pourrait appeler l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de connaissances, ça veut dire que la traversée d'une autre vie euh, apporte une vision différente aussi sur ce qui peut être l'urgence ou pas, ce qui peut nécessiter davantage de réflexion, de discussion. Voilà pourquoi je dis que il me semble que c'est au niveau des rythmes que les deux groupes, si on peut penser qu'il y a deux groupes, s'apportent le plus. Après, toutes les questions d'entraide, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en effet, dans le projet de départ, il y avait cette petite chose inscrite en disant, bah oui, les personnes plus âgées qui peuvent s'occuper des enfants, etc. C'est pas ce qui se produit chez nous. C'est vraiment trop à la marge. En fait, l'entraide, elle peut avoir lieu entre des foyers jeunes, entre des retraités ou entre foyers jeunes et retraités. Et c'est pas toujours les mêmes qui ont besoin d'aide pour l'instant. Et il- bon, par rapport aux fragilités, la discussion qui vient de passer me faisait penser que euh, on a eu l'expérience d'une personne avec une très grande dépendance physique, une personne jeune avec une très grande dépendance physique, qui recevait de l'aide par des professionnels et le voisinage a été présent pour autre chose que l'aide directe à la dépendance physique. C'était autour d'activités culturelles, c'était autour de lecture, c'était autour du fait d'avoir un voisin, pour certains, sympathique et rigolo. Bon, donc, ça n'est pas la fragilité qui a déclenché le fait qu'il y ait le besoin des voisins. Il se passe autre chose. Et on va plutôt avoir des choses autour des affinités, je dirais, et d'activités communes. Bon. Après, il y a la disponibilité. Quand même, le fait que des gens dans l'habitat participatif, en journée, il y a toujours au moins deux, trois personnes qui sont présentes en journée, beaucoup qui ont une voiture, etc., ouais, qui peuvent rendre le service, qui peuvent faire des choses parfois au pied levé, ce qui est beaucoup plus compliqué pour des actifs et des familles, des parents. Donc, voilà, on aménage les coups de main de cette façon-là. Mais
c'est plus lié aux personnalités, aux goûts et aux habitudes des uns et des autres qu'au fait qu'ils soient seniors ou pas. Mmh. Merci Irène, très intéressant aussi cet angle de vue qui est pas forcément sur, effectivement, les familles d'un côté et les seniors de l'autre. Bienvenue Irène, merci de nous avoir rejoints. Héloïse, Héloïse, excuse-moi. du coup, il n'y a pas son nom. Et si ça te va, j'avais bien envie de te laisser la parole, peut-être pour que tu puisses nous dire un petit mot sur bah, comment tu vis, toi, cet habitat et notamment voilà, l'intergénérationnel, si tu as envie de nous partager quelque chose. Comme ça, je sais pas trop. Euh, Comment tu vis l'habitat déjà? Bah, je vis bien l'habitat participatif et c'est vrai que, je sais pas, je suis amenée peut-être un peu plus à échanger avec les personnes retraitées parce que peut-être elles sont plus disponibles ou parce qu'on habite aussi la même aile du bâtiment, enfin le même côté du bâtiment. Mhm. Où je peux les solliciter pour des petits coups de main ou des choses comme ça. Par exemple, parce que je conduis pas et des fois pour m'amener à quelque chose ou pour faire des petites tâches pratiques pour les couettes ou pour percer des trous, pour des choses comme ça. Super, merci beaucoup. Merci pour ces témoignages très inspirants, je trouve. Euh, Peut-être pour juste vous dire un peu ce que j'en ai retenu et qui me semble intéressant et qui nous fait prendre un peu de hauteur, je pense, par rapport peut-être pareil, aux images préconçues qu'on peut avoir quand on pense habitat participatif et intergénérationnel. Je crois que je l'ai vu passer dans le chat de personnes qui disaient, oui, c'est pas que... On a souvent l'image des retraités qui vont garder les enfants. Ça, c'est souvent un peu l'image préconçue qu'on a. Enfin, c'est un exemple, mais qui sort souvent. Ou à l'inverse, les familles qui vont s'occuper des seniors quand ils seront voilà, vraiment sur une perte d'autonomie. Finalement, entre ces deux, enfin, un peu deux caricatures, là, vous avez décrit tout un panel beaucoup plus subtil d'une forme d'entraide finalement, qui se vit de manière, j'ai l'impression, déjà très spécifique et ouais, très spécifique dans chacun de vos habitats. Donc ça montre bien à quel point ce lien, il est, je pense, ce lien intergénérationnel, il est vraiment propre à chaque collectif aussi et qui s'incarne de façon évidemment euh, particulière. J'ai un peu noté, enfin retenu que cette entraide, elle se joue pas effectivement forcément que dans un sens ou dans l'autre, famille vers les personnes âgées, mais comme tu le disais Irène tout à l'heure, finalement il y a des coups de main entre des personnes, qu'elles soient, enfin finalement entre guillemets, peu importe les âges, mais on sent que ces liens, ils se jouent finalement entre tous les habitants, habitantes du collectif et que même s'il y a des coups de main, donc vous l'avez dit, hein, Thomas et puis Nathalie, Johanna aussi, évidemment qu'il y a des coups de main qui se font de la part des plus âgés qui vont rendre des services pour les familles en coups de main et des fois des familles qui vont aussi rendre des coups de main aux seniors. Finalement, il y a tout un autre... voilà, il y a plein d'autres formes d'entraide et notamment sur ce qu'on appelle vulnérabilité. On a aussi pointé que la vulnérabilité, c'est pas que forcément chez les seniors et que tu nommais, Johanna, ton témoignage d'une famille monoparentale qui a aussi voilà, reçu beaucoup d'entraide. Ah non, Non, pardon. elle n'est pas. Non, non, Ah, excuse-moi. j'ai, J'ai- de parents monoparentales dans notre habitat. Ah oui, En fait, d'accord. deux enfants en bas âge qui ont eu des difficultés de santé. Ah oui, c'était sur les enfants. Conjoint, mais comme il travaillait, du coup, Ah oui, excuse-moi. Ok. Mais qu'en tout cas, vous avez eu un moment, en tout cas, voilà, de vulnérabilité et qu'il y a eu de la présence et de l'entraide qui ont été là, quoi. Merci pour ces témoignages. Encore une question. Il nous reste encore quelques minutes avant qu'on prenne les questions qui ont été posées dans le chat. Euh,
Là, on a parlé de tout ce que ça pouvait vous apporter au quotidien. J'ai aussi envie de vous demander, est-ce que parfois ça amène aussi des difficultés ou des frottements? Et si oui, voilà, de quels ordres? Est-ce que voilà, c'est, est-ce que c'est parfois difficile de maintenir ce lien? Et est-ce que parfois ça amène voilà, des questionnements sur comment peut-être le pérenniser? J'y vais. Du côté des toi, moi, nous, moi, ce que je pourrais partager, c'est la notion d'implication qui revient un peu souvent. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire, hein, pourquoi pas, sur justement l'implication entre, d'un côté, les actifs qui sont aussi occupés par leur vie professionnelle, leur vie familiale, et les seniors qui ont peut-être un peu plus de temps. Donc, des fois, ça peut générer peut-être des frustrations, des incompréhensions. Donc, c'est peut-être ça où des fois, on peut avoir des petits soucis à ce niveau-là. Après, moi, ce que je constate aussi, c'est justement par aussi notre différence, je ne sais pas, d'âge, j'en sais rien. Je vois que, je vais prendre un exemple, quand on organise un événement, on va faire une inscription, on voit souvent des personnes qui vont s'inscrire, et par contre, souvent, les actifs, ils vont s'inscrire vraiment à la dernière minute parce qu'on est plus dans la culture de l'instant, de la spontanéité, peut-être des nouvelles générations. Et donc, des fois, ça peut créer là aussi un petit décalage entre les personnes qui veulent que tout soit bien cadré, qu'on sache exactement le nombre de personnes qui vont assister à tel événement, et d'autres qui vont attendre vraiment la dernière minute pour pouvoir s'inscrire et profiter de l'événement. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça que moi je constate. Et ça fait peut-être justement en partie de cette différence de génération, de façon de faire, et qu'on doit apprendre justement à faire avec. Voilà, ça nous oblige justement à accepter un peu comment fonctionnent les autres. Et là, par exemple, on a fait un barbecue ce dimanche midi. Il y avait 9 personnes inscrites et finalement, on n'était plus de 20 dans le jardin. Voilà, et maintenant, on le sait. On sait qu'on fonctionne comme ça autour de nous. Et ben voilà, maintenant qu'on le pratique, on l'accepte. Je ne sais pas si tu veux partager aussi quelques... C'est plus au niveau des réunions. On a une réunion mensuelle ou thématique une fois par mois. Et pour prendre des décisions, on aimerait les prendre au moins pas au consensus ou au moins la majorité, comment on dit, Consentement. non, au consentement, aux 3/4 des votes, quoi, Oui. enfin. Et bon, c'est évident que les retraités sont beaucoup plus présents et que les jeunes, ils ont des enfants ou d'autres activités qu'ils n'ont pas envie de laisser. Donc, on a du mal à prendre des décisions. Voilà. Et ça, des fois, c'est un petit peu dur quand même, hein, il y a moins de mobilisation pour régler les problèmes. Il parle plus d'intelligence collective, mais comme ça, c'est gênant des fois, quoi. On n'arrive pas à avancer sur certains sujets parce qu'il n'y a pas la présence ou que ils sont moins intéressés bon. Et ça peut créer quelques conflits. Voilà. Ça arrive, les conflits. Voilà. Merci Françoise. Qui c'est qui veut prendre la suite? Peut-être Nathalie et Joanna? Moi, j'ai un petit peu de mal à trouver des exemples de frottements. Je vois tout de suite les frottements positifs. Tu peux nous les dire aussi. Les frottements que je peux observer, enfin pas observer, c'est il y a un senior chez nous qui avait cette formule de dire que on n'a pas les mêmes tempéraments. C'est-à-dire que quand on avance en âge, on n'a pas le même tempérament que quand on est jeune, ou plus impétueux, plus impatient, plus improvisé, etc. Voilà, moi ce que j'observe, effectivement, il a raison, je trouve, on est dans des tempéraments différents. Il n'empêche que ça stimule certains, et puis donc moi je vois ça plutôt en positif, le côté on n'a pas les mêmes tempéraments. Et puis moi j'avais envie de revenir sur deux aspects. Euh, Moi, au quotidien, c'est un vrai bonheur de croiser des enfants, par exemple. Moi, je
pourrais être grand-mère, je ne le suis pas, mais je le suis de plein d'enfants au quotidien en réalité dans mon habitat participatif. Et ben ça, c'est un «frottement» entre guillemets quotidien qui est simplement la promiscuité où on se croise et de voir des enfants grandir, parmi nous, mais c'est un bonheur sans nom de les voir évoluer, voilà. Et l'autre aspect, on est une coopérative d'habitants et le fait qu'on ait mutualisé les apports et les prêts à travers une coopérative d'habitants, ça a permis à des jeunes qui ne peuvent pas accéder à de l'habitat, à des prêts, heu, de de rentrer dans notre projet et à l'inverse des personnes âgées qui ne pouvaient plus, prétendre à des prêts, de pouvoir aussi accéder à cet habitat. Donc ce frottement, qui pourrait être le frottement, lié soit à l'avancée en âge, soit à être trop jeune pour accéder à un logement, participatif, le fait qu'on soit en coopérative d'habitants, bah, ce frottement, il a pu, trouver une solution, à nous tous. Voilà. Moi, j'ai tendance à voilà, je suis peut-être un peu trop positive, c'est que je vois au contraire, plutôt des aspects, hyper positifs au fait qu'on soit, différents dans l'avancée en âge. Voilà. Mmh. Je pourrais dire, Lana, sur ces Euh, questions de peut-être moi, plus négatives que moi, je sais pas. moi c'est des fois les plus jeunes, ils veulent aller plus vite, on va dire, les seniors vont un petit peu restreindre, mais je sais pas des fois si c'est forcément l'âge ou c'est la personnalité, parce qu'aussi il y a un peu des deux, je crois. Mmh. Pas toujours celui qui freine qui est le plus âgé. Donc, c'est à nuancer, je pense, en fonction des personnes. Ouais. Et nous, on a fait un autre WhatsApp famille où on se retrouve entre familles parce qu'en fait, des fois, ça fatigue les autres qui n'ont pas d'enfants. Et bah, c'est vrai que quand on est habitué, nous, à entendre les petits qui crient, qui hurlent, qui courent partout, ça nous, quoi, on s'habitue, on va dire. Mais c'est vrai que quand on n'a plus l'habitude d'avoir des enfants en bas âge et tout, on veut un peu plus de calme. Donc, et ils aiment bien, je pense, les enfants, mais de temps en temps, pas non plus tout le temps. Donc, mais après, je sais pas si c'est vraiment un défaut ou pas, c'est juste, voilà, être nuancé, c'est que des fois, on aime bien se retrouver entre familles et puis des fois avec tout le monde, donc ça dépend des moments, quoi. Voilà. Merci. Merci, Johanna. Je passe la parole à Irène et Héloïse, à l'auberge, si vous avez quelque chose à nous transmettre sur ce point. Oui, la question de départ, c'était les Oui, frictions. est-ce que ça amène une forme Oui. de frottement, des petites Mm, difficultés ou pas? mm. Euh, oui, bah, lié à ce qui a été évoqué là tout récemment, hein, ces histoires de rythme, les choses à faire plus vite, à faire moins vite, les questions de délai qu'a évoqué Thomas, oui, pour pouvoir anticiper un événement, d'être euh, voilà, en capacité de remplir un agenda commun et de pouvoir se projeter. Mais avec des nuances assez sensibles quand même, puisqu'il y a, oui, ces questions de personnalité avec des personnes peuvent arriver à 70 ans, ils n'ont jamais été très organisés, ben, c'est toujours pas organisé, et voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, voilà. Euh, des frottements peut-être aussi autour des usages. Donc, nous avons des logements individuels et puis un jardin commun, des espaces autour qui sont communs, parking, allées, coursives. Euh, oui, un peu de friction avec ces usages-là, avec les enfants, autour de questions de bruit, bon, qui arrivent tellement dans tout habitat collectif. Je veux dire, les gens qui ne supportent pas le bruit,
par exemple, peuvent être indisposés par quelque chose qui est évalué par d'autres comme très peu de bruit, mais en fait, si, ça peut gêner beaucoup et ainsi de suite. L'avantage quand même, c'est que dans l'énorme majorité des cas, les choses se parlent. Et donc, on va chercher ensemble quelle solution on va pouvoir apporter, quoi dans l'organisation. Ça, ça alimente les règles de vie. Puis après, les règles de vie, c'est fait pour être dépassées, puis pour être recadrées à d'autres moments, puis pour être modifiées. Et voilà, bon an, mal an, on avance comme ça aussi. Merci Irène. Est-ce que tu veux partager quelque chose, Héloïse, sur cet aspect-là? Aspect friction, peut-être. Je sais pas. Je sais plus si on avait abordé des choses quand on en avait discuté. Plus quelque chose de voisinage, peut-être. Peut-être des plus individuels, pas avec l'ensemble des personnes. Les temps de disponibilité, bah, l'intimité, par exemple, le fait qu'une personne sonne chez moi ou à tel moment ou pas tel autre. Euh, Essentiellement ça, Ok. je crois. Il y a pas de règle. Ah oui, je voulais préciser aussi parce que par rapport à des choses que j'ai vues dans les questions-réponses, on est parti sur une participation qui était volontaire, qui est volontaire et régulée par chacun, chacune. Ce qui fait qu'il y a des foyers qui participent très peu aux choses collectives et qui n'ont de relation qu'avec vraiment le plus proche ou la plus proche. Et puis d'autres foyers qui participent à beaucoup de choses, etc. C'est vraiment chaque foyer qui règle ça comme il l'entend, sans obligation écrite, je ne sais pas où. On s'en accommode parce qu'on trouve important que les gens soient volontaires. Et puis, de plus, c'est pas linéaire. Ça peut traverser des moments de la vie aussi où on est plus avec le collectif et d'autres où on l'est moins. Merci Irène. Et peut-être juste une dernière question, puis après on passe aux questions qu'il y avait dans le chat. Et je lance la question et puis peut-être vous répondez, celles et ceux qui ont envie de répondre. Quand on a préparé un peu ce webinaire, il y avait aussi cette question bah, qu'on a beaucoup abordée de comment ça se vit au quotidien. Et puis un peu cette question de comment on prend soin de cette dimension pour la faire un peu durer dans le temps. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à discuter, que vous arrivez un peu à anticiper, notamment sur la question peut-être des personnes vieillissantes, quid du collectif dans quelques années? Voilà, est-ce que c'est des choses que vous avez abordées dans vos groupes et voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de sacraliser, la dimension intergénérationnelle dans les années à venir? Voilà, peut-être un peu une question sur l'avenir et est-ce que voilà, est-ce que vous en avez parlé entre vous? Chez les Toits-Moineaux, on en avait parlé, je pense, un peu au démarrage, quand on est arrivé en 2018. Il y a eu quelques réunions sur le sujet du vieillissement. Mais je pense qu'effectivement, avec le temps, il y a eu tellement de sujets qui sont venus au fur et à mesure que ben, on n'en a peut-être pas reparlé. Mais je pense que là, on en a quand même reparlé dernièrement entre plusieurs personnes, que ça pourrait être l'objet d'une réflexion, peut-être d'une commission, d'un groupe au sein de notre habitat pour réfléchir justement bah, à notre vécu, à notre vieillissement à tous, et de voir comment on va faire dans le futur. On expliquait tout à l'heure, nous, on évoquait le sujet de Marie-Hélène, et voir si ça se représente ou pas dans le futur, qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là, quoi. Donc je pense que ça va se présenter à un moment donné dans nos sujets de discussion comment on va vivre le vieillissement de notre population et comment on va gérer ça, quoi. Ok. Que je peux rajouter, c'est que, bon, comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose qui est dans notre ADN, l'histoire du vieillissement et de la fin de vie. Euh, mais on a mesuré, je pense, dans notre habitat que même dans les faits, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un projet qu'on avait écrit, dans les faits, on mesure vraiment au quotidien combien la dimension intergénérationnelle est riche
et permet de la complémentarité, justement, dans ces énergies, dans cette vitalité, dans cette disponibilité. Et à tel point que il y a eu des renouvellements dans les logements parce que ben, il y a eu des personnes qui sont parties. euh, et de ce fait, la dimension intergénérationnelle, on la questionne pas. On veille à ce qu'elle soit préservée dans le temps. Voilà. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a intégré et validé dans notre vivre ensemble, en fait. Donc, s'il y a un appartement où il y a un senior qui est parti, on va rechercher plutôt un senior. Et si c'était une famille, eh ben, on va aller plutôt vers une famille pour justement garder cet équilibre dans l'habitat, quoi. Merci beaucoup. Irène, tu voulais... Non. Oui. Ben, à l'auberge, il y a la typologie des logements aussi qui induit, là il y avait un T5 qui était libre. Bien sûr qu'on attendait une famille. Bon, il va y avoir une famille, c'est bien. Euh, euh, non, on n'a pas anticipé, on a anticipé le mélange des générations, mais on l'a pas du tout formulé pour l'instant. Ça fait 3 ans hein, qu'on a emménagé autour des questions de fin de vie. Il se trouve que dans notre habitat, il y a eu 2 décès et c'était brutal et des personnes toutes jeunes. Donc, chaque individu en est ben, là où il en est. Il y a des seniors qui discutent entre eux déjà de pas mal de choses autour de la mort, et d'autres qui ont clairement exprimé qu'ils n'ont pas du tout envie d'en parler. Euh, Autour du fait de rester là le plus longtemps possible, l'entièreté des logements est accessible. On a, pour 3 petits bâtiments, on a un ascenseur et des coursives qui desservent tous les logements. Donc on sait que même avec des pertes de mobilité, il peut déjà y avoir des habitants qui sont là alors qu'ils ont des difficultés de déplacement importantes. Et c'est pas que des seniors. Et voilà, on avance un peu avec les petites choses. C'est vrai que les moments d'expérience comme ça, difficiles, traumatisantes, ont vraiment resserré les liens. En tout cas, euh, tout le monde à sa façon est en capacité de répondre présent quand il y a nécessité, quoi. Sans que ça obéisse à des choses largement anticipées, Et formalisé. formalisées. Merci beaucoup pour ces témoignages vraiment riches et inspirants. Merci à tous les 6 pour votre présence. Et c'est pas fini puisqu'il nous reste un petit temps de questions-réponses. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à Paola. Je vais fermer mon micro pour qu'elle puisse nous délivrer les questions qui ont été posées, nombreuses, je crois, sur le chat. Je mets le son de mon côté. J'espère que tout le monde m'entend. Du coup, j'ai essayé de rassembler un peu les questions selon différents thèmes. Donc d'abord, il y avait pas mal de questions autour de la vie et l'organisation dans l'habitat participatif. D'abord, une première question un peu générale. Est-ce que pour chaque habitat, on pourrait avoir la répartition des âges un peu pourcentage de seniors pour chaque habitat, quoi? Ça a été posé un peu plusieurs fois. Et, et donc voilà, si. Ouais, la grosse louche, hein. Par exemple, au toit Manou, c'est quoi? C'est moitié senior, moitié... Oui, c'est Ouais. assez équilibré. Ouais. Moitié-moitié. Ouais. Ouais. Ok. Et du côté de Ecoé? En fait, il y a toutes les tranches d'âge représentées. Donc, j'ai du Mm. mal à dire jeunes. En fait, il y a des trentenaires, il y a des quarantenaires, il y a des cinquantenaires, il y a des soixantenaires. C'est un peu difficile, ça va être de 2 à 94 ans. Voilà. Et donc, senior, ben moi, je suis senior, ça y est, hein, j'ai 60 ans, voilà, je suis Mm. basculée. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens qui ont 50 ans, 40 ans, donc c'est un brassage, en fait, des générations, vraiment, hein. Donc, Et, et
Il y a combien de seniors? Parce que vous avez dit que vous étiez une quarantaine à peu près. Il y a combien de seniors, par exemple? Sur les 28, il faudra que je calcule. Sur les 28, Mais là, peut-être. c'est tout le monde. Ça On dépend compte quand. on compte entre actifs et Senior. retraités, quoi. Il y a tous les âges dans les actifs et il y a tous les âges dans les retraités. Voilà, Et du c'est côté- la coupure moitié-moitié, c'est actif et retraité, quoi. D'accord. Et du côté de l'auberge? Ah, oui. Euh, du côté de l'auberge, en nombre d'individus, évidemment, les familles avec enfants, ça fait beaucoup d'individus. Mmh, Alors que souvent, les seniors sont au plus deux. ouais. Donc, en tout cas, j'avais cherché à compter pour tenter d'avoir une subvention de Médéric, je ne sais pas quoi. Bon, il fallait 50% de seniors. On n'arrive pas à 50% de seniors parce que c'est à cause des enfants. Voilà. Et là, on en compte une dizaine d'individus Une sur dizaine d'individus. 50. D'accord, ok. Voilà, mais ça fait Un tiers des foyers, je dirais. mais un tiers des logements, du coup. Ouais, ouais. Oui, oui, ça On occupe à un ou à deux. Voilà. Ouais. Pardon. Mais Ok. aussi, c'est en logement, c'est pas moitié Voilà. de jeunes, moitié de retraités. Il y a moitié des logements qui sont à des retraités et moitié qui sont à des jeunes. Alors évidemment, les jeunes, ils sont en famille, ils En sont plus plus, bien sûr, nombreux. ouais. Voilà, Euh, préciser. C'est plutôt un tiers de seniors. un tiers de seniors, ok. Dedans, il y a juste une tranche où c'est des seniors encore actifs. Ok. Soit- Ouais, ouais. Ok, Bon. non mais c'est chouette, ça donne un peu un aperçu. Après, il y avait un peu une question, bon c'est plus des questions générales, mais c'est revenu plusieurs fois quand même sur la participation. Est-ce que il y a, comment, pardon, j'essaie de trouver un peu une question globale qui reprend tout, mais est-ce que toute la participation des habitants, vous la formalisez dans une charte et est-ce que la participation senior, pas senior, enfin, vous avez pointé un peu parfois ces problèmes que les retraités sont plus présents à des réunions ou pas à des réunions. Voilà, est-ce que c'est formalisé tout ça dans une charte ou est-ce que ça évolue un peu en fonction dans le temps, ça s'adapte en fonction ouais, des habitants quoi et de comment les activités se font petit à petit, mais. Et par exemple, il y avait une question assez précise. Qu'est-ce qui se passe si un habitant ne souhaite plus être dans la participation? Il s'en va. Assez. C'est pas une question. On peut tenter une réponse. Oui. Ouais. Bah, il y a un foyer qui a dit qu'il voulait pas participer et du coup il a été retiré de la liste de la boîte email, de la liste de diffusion. Diffusion. Ok. Il est toujours là, mais il vit pas dans le Ah oui, collectif. c'est un voisinage bon, sympathique, mais voilà. Les questions de charte. Euh, on a des morceaux liés à des fonctionnements. C'est-à-dire on a un fonctionnement de réunion mensuelle. Voilà, avec un déroulement de réunion. On a un fonctionnement pour les commissions. On a donc une boîte mail qui permet de s'adresser à tous et quelques règles autour de cette utilisation. On n'a pas, on n'a pas rédigé de charte, je veux dire par manque de conviction, c'est-à-dire de se dire que la charte ne résoudrait sans doute pas euh, les questions qui peuvent se poser. Donc on préfère aborder les questions les unes avec les autres. Alors on a un petit livret autour autour des fonctionnements et il est essentiellement destiné à ce que de nouveaux habitants puissent avoir en un même lieu tout ce sur quoi on a avancé. Et puis, ça nous sert justement à faire évoluer tel ou tel usage euh, au fil du temps. Mais Ok. les gens sont enfin, encore une fois, pour nous, les deux termes au début, c'était informé et volontaire,
pour entrer dans le groupe. On n'a pas fait de cooptation, on n'a pas choisi les gens ou des choses de recrutement. Et pour la participation, c'est pareil, participation aux réunions ou aux travaux ou au barbecue dans le jardin. C'est volontaire. Et donc, tu viens si tu peux, si tu veux. Ok. J'ai envie de rebondir parce que comme on est une coopérative d'habitants, on est très interdépendants, entre guillemets, dans le sens où c'est une propriété collective et qu'on a vraiment, on a des parts sociales dans cette propriété collective. euh, et de ce fait, l'implication, elle est peut-être favorisée de ce fait parce qu'on porte ce projet vraiment de façon commune. Il n'empêche que la question de la participation se pose parce qu'il y a des personnes qui, à certains moments, sont moins présents, etc. Il y en a d'autres qu'on sent un peu démotivés. Et nous, on a dû la questionner avec une personne qui nous accompagne, qui est intervenue. On a fait intervenir un accompagnement extérieur pour la questionner, cette question de la participation. Et elle n'a rien à voir avec la dimension générationnelle. C'est vraiment plutôt voilà, une appétence tout d'un coup à être, à mettre de l'énergie dans le collectif ou au contraire, tout d'un coup, à s'en retirer pour une période, etc. Mais pour le coup, ce qui a été assez chouette dans cet accompagnement, c'est que quasiment tout le monde a participé à cet accompagnement, à ces 2 week-ends d'accompagnement. Et voilà, et voilà, ça disait quand même quelque chose sur la cohésion du collectif, au moins pour ce temps-là qu'on s'est offert pour questionner ça. On a une charte aussi. Et on a une charte, oui, Ouais. vas-y, charte Ecoé. Ouais. On a une charte Ecoé parce que, comme on expliquait, on est issu d'une association. Il y a un autre projet qui est à l'Odève qui s'appelle La Caminade, qui est aussi issu de Maison Ecoé. Et il y a une charte Ecoé qui est vraiment une charte sur la dimension relationnelle, en fait, auquel on se réfère. Mais elle ne parle pas de générationnel, elle parle de relationnel. Donc, de relations entre nous. Et après, on a différents groupes de travail selon en fait nos appétences, selon nos capacités, selon notre disponibilité. Mais pratiquement tout le monde joue le jeu et aide quelque part. Et on fait des chantiers participatifs. Je trouve qu'on est quand même assez tous présents, plus ou moins. Mais en tout cas, oui, on essaye vraiment que tout le monde participe, quand même. Ok. Et du côté des Toi, moi, nous? Ouais, ben, on rejoint un peu tout ce qui a été dit. Enfin, moi, je ne voyais pas forcément le lien entre la charte et le côté intergénérationnel. Donc, nous aussi, on fonctionne avec des commissions. On a une réunion mensuelle où chacun va se positionner sur les thématiques sur lesquelles il se sent peut-être le plus à l'aise. Et justement, l'idée aussi de revoir un petit peu notre énergie, notre implication. Nous, on va le faire justement cette année. Alors maintenant, on a plus de 5 ans d'expérience et le travail que vous venez d'évoquer, nous, on va le faire là très bientôt. On va peut-être solliciter quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir réinterroger un peu notre motivation encore dans le futur de l'habitat, notre implication, qu'elle soit intergénérationnelle ou pas, peu importe. Pour moi, c'est deux sujets qui sont pas forcément en lien à ce niveau-là. Et peut-être juste pour rebondir sur ce qu'a dit Nathalie, parce que c'était une des questions. Donc, on voit que Maison Éco, c'est une coopérative. Est-ce que vous pouvez juste rappeler les Toi, moi, nous et l'auberge, votre statut juridique? Du côté, À l'auberge, pardon, oui, c'est bon. À l'auberge, on est tout simplement en copropriété pour les logements. Et il y a des logements, il y a 8 logements en locatif, mais au départ, pour préparer cet habitat, on avait constitué une association qui incluait les futurs locataires, ceux qui pensaient pouvoir être locataires. Là où on a créé une société coopérative, c'est pour la gestion de notre lieu commun, qui est un bâtiment ancien qui était sur le terrain et qu'on est en train de rénover. Donc là, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif avec également des personnes extérieures qui sont devenues associées.
Et à cet endroit-là, voilà, on a un autre mode de gestion. Mais sinon, on est une copropriété classique avec même un syndic extérieur. Ok. Et Et de notre côté, on est plus sur le premier modèle, effectivement, d'un côté la copro pour la gestion du bâti et toujours l'association pour la gestion des espaces, la gestion du relationnel, et où aussi les locataires ont toute leur place justement dans la partie associative. Et comme ça, tout le monde peut prendre une décision à même hauteur, une personne, une voix. Et donc, on prend toutes nos décisions au sein de l'association. Et après, côté copro, on a quand même un Bénévole. conseil syndical bénévole. Donc nous, aujourd'hui, on a C'est aussi la des vie. personnes qui sont impliquées dans un conseil syndical bénévole. ok. Après, il y avait pas mal de questions autour de la fin de vie qu'on a un peu déjà abordées. Peut-être juste une petite question de clarification. À un moment, il y a eu un témoignage, je crois que c'était au Toit Moinou d'ailleurs, où il y avait eu une personne qui a eu l'Alzheimer et il y avait eu de l'entraide avec un jeune couple. Est-ce que juste vous pouvez repréciser, est-ce que du coup la personne, elle allait habiter chez le jeune couple ou le jeune couple juste allait voir la personne quotidiennement? Enfin, c'était plus dans ce sens-là. Elle est restée chez elle parce qu'il y a une sécurité dans notre immeuble, même si elle était sortie, des fois se retrouvait chez l'un ou chez l'autre parce qu'elle se trompait de porte, mais elle était quand même assez autonome pour aller euh, chez la famille qui habite l'étage en dessous. Des fois, elle se trompait et on la retrouvait dans notre canapé, mais voilà. Mm. Mais ils étaient quand même avec les enfants de cette personne. Ils s'étaient mis d'accord. Pour eux, ça a été un travail. Donc, le matin, ils allaient la réveiller, ils coordonnaient avec les soins de toute l'équipe médicale. Elle mangeait chez eux, elle était au milieu des enfants, et le soir, ils allaient la reconduire chez elle. Et Ok, voilà. Donc, elle est restée quand même dans son appartement. On était d'accord. tranquille. Voilà. Ok. C'était possible. Et après, il y avait une autre question en lien avec la fin de vie. Par exemple, c'était la part un peu dans l'habitat intergénérationnel, dans l'habitat intergénérationnel, la part qui est laissée à toute la dimension senior sur l'aménagement intérieur, les aménagements intérieurs, extérieurs, l'accompagnement médical, les activités spécifiques. Par exemple, vous, les Toits Moineaux, vous avez dit que l'entraide autour de ces sujets-là, c'était plutôt entre retraités. Quand vous avez dit, voilà, nous, entre retraités, on s'accompagne les uns et les autres chez le médecin, etc. Est-ce que dans les différents projets, toute cette part-là de l'aménagement, peut-être du bâtiment, ou parfois, voilà, si on doit faire des aménagements autour de la santé, s'il y a des infirmières qui doivent venir, enfin voilà, toutes ces dimensions vraiment vers le vieillissement ou un peu la perte d'autonomie, quelle place ça prend au sein de votre projet dans les trois habitats là qu'on a avec nous? Nous, on a un logement, comment c'était, selon des normes, PMR, PM PMR. PMR, oui. Des normes pour que on a l'ascenseur, tout est accessible en fauteuil roulant, tout a été prévu pour pouvoir vivre sereinement l'handicap ou la vieillesse, parce qu'effectivement, chez nous aussi, il y a une personne qui est en fauteuil roulant et c'est une personne jeune. Donc, tout ça, ça avait été prévu dès le départ, l'aménagement. Au niveau de l'aménagement. Et dans les autres projets? Ben, à l'auberge, on a dit hein, que l'ensemble des 23 logements sont accessibles en fauteuil roulant. Les questions des soins, pour l'instant, on ne les a pas abordées dans le détail. C'est des choses qu'on a évoquées. Il n'y a pas, par exemple, dans l'habitat, de logement qui pourrait à terme être le lieu où se retrouvent des soignants, comme ça existe dans certains habitats où on a les tierces personnes qui peuvent séjourner et avoir une chambre. Bon, c'est pas prévu. On habite une ville moyenne, une petite ville.
dans laquelle il y a pas mal de services et on voit plutôt les choses avec le fait de conserver dans cette ville, alors collectivement pour le coup, des services qui vont pouvoir être notre usage à l'avenir. Il y a plusieurs personnes dans l'habitat qui travaillent en EHPAD et qui nous donnent une vision différente aussi de ce qui peut se passer en EHPAD ici, tout près, au bout de la rue. Et donc ça va, je pense, aussi faire partie de nos réflexions si le besoin vient là. Ok. Et du côté de Maison Ecoé, bon, vous en aviez parlé, vous avez une place centrale du coup, mais Oui. Alors, ben, comme l'évoquait Irène, hein, effectivement, tout est accessible aussi, forcément, enfin, puisque c'était déjà délibéré dans notre projet. Donc, il y a des coursives, des systèmes, un ascenseur, des coursives qui desservent l'ensemble des logements. Il y a une petite particularité, c'est qu'il y a une famille euh, de 2 générations, c'est-à-dire que notre doyenne, qui a 94 ans, son logement jouxte celui de ses enfants. Et donc, il y a même une porte qui a été ouverte entre leurs 2 logements pour que l'accession, enfin, puisse accéder immédiatement chez elle. Donc, elle est autonome. Enfin, elle est autonome. Oui, elle a pas mal d'autonomie. Elle a des aides humaines, par exemple, chez elle. Et ses enfants sont à 2 pas. Et ils peuvent être présents et passer du temps avec elle. Et elle voit même ses arrière-petits-enfants. Enfin, voilà. Donc, le logement, les 2 logements ont été conçus initialement dans le projet pour communiquer. On a aussi eu un groupe de travail, dans nos différents groupes de travail, il y en a un qui s'appelle Vulnérabilité, et notamment il est composé d'une personne qui est une ancienne chef de service à l'hôpital, et qui nous a énormément conseillé sur toutes les questions de fin de vie, etc. Il a fait venir des intervenantes extérieures pour voilà, nous acclimater à toutes ces questions-là, et qui nous a permis aussi de bien faire la part des choses entre ce qui était dévolu aux professionnels et ce que nous, on pouvait faire en tant que voisins, parce que voilà, il ne faut pas mélanger les genres, et ça, c'était quelque chose sur lequel on n'était pas très au clair, qu'il a fallu qu'on apprenne, parce que d'instinct, on a envie d'aider, mais c'est pas toujours à bon escient, en réalité. Et il ne faut vraiment pas se substituer ni aux familles, ni aux professionnels. Et c'est là où on a dû trouver une place tierce, et que permet l'habitat participatif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, dans un habitat traditionnel, eh ben, on n'a pas cette place. Hormis si entre voisins, là, il y avait forcément, en fait, quand il y a eu des problèmes plus marquants, des problèmes de vie, on a constitué des petits groupes qui étaient volontaires pour se parler, pour échanger avec les familles, pour voilà, faire un relais, en fait. Hmm. C'est comme ça qu'on a pu avancer. Au départ, on ne le faisait pas, et on s'est aperçu qu'en faisant ça, d'abord, il ne fallait pas que d'autres personnes culpabilisent parce qu'elles se sentaient impuissantes par rapport à ce qui se passait. Et au contraire, les personnes qui avaient envie, qui étaient volontaires, puissent communiquer entre elles et interagir entre elles, et voilà, et faire ce qu'il fallait pour que ça soit le plus doux possible pour tout le monde. Bah, merci. Ouais, mais c'est super intéressant. Il y avait encore quelques autres questions, mais là, ouais, l'heure tourne un peu, mais de toute façon, il y aura d'autres webinaires et dont peut-être un, du coup, spécifiquement sur la fin de vie. Mais du coup, je vais relaisser la parole à Charlotte pour le mot de fin. Merci beaucoup. Merci Paola pour les questions. Effectivement, il y a plein d'autres questions dans le chat, mais il y aura d'autres webinaires. Donc, ça me permet de vous dire que donc, dans le cadre de ce programme Habitat participatif et accompagner le vieillissement, donc là, c'était le premier webinaire, mais il y en aura un autre. On n'a pas encore la date, mais vous recevrez l'info par la newsletter d'HPF. Donc, il y en aura un autre au mois de mai et un autre plutôt à la rentrée, à l'automne. En septembre ou octobre. Donc il y aura encore voilà, 2 rendez-vous un peu comme ceux-là, un peu sur le même format, avec des sujets qu'on va identifier. Je remercie à nouveau chaleureusement les 6
personnes qui ont témoigné ce soir. Vraiment, merci beaucoup pour ces témoignages très, très riches. Ce webinaire a été enregistré, donc si dans les participants, il y a des personnes que vous connaissez, qui voulaient le revoir, vous pourrez leur transmettre que le webinaire sera disponible demain sur la chaîne YouTube d'Habitat Participatif France. Un immense merci aussi pour votre présence très nombreuse. On était 140 au début du webinaire. Et peut-être vous proposer pour se laisser que tout le monde note un mot avec lequel vous repartez après cette heure et demie d'échange. Voilà, un mot avec lequel vous vous sentez après ces témoignages. Et ça permet de se quitter avec voilà, une petite mise en commun. Donc dans le Q&R, on peut se faire un petit au revoir avec un mot ou un petit groupe de mots, hein, ou une petite phrase. Celles et ceux qui ont envie de... Hop là. On a intérêt, curiosité, solidarité et joie, partage, encourageant, merci beaucoup, interdépendant, et c'est tant mieux, rassurant, inspiration, réflexion, motivant, générosité, ça réchauffe, la vraie vie, formidable et encourageant, confiance, se faire confiance, richesse, ça stimule. Je ne vais pas tous les lire parce que vous êtes 100, mais merci beaucoup. Je vous laisse quelques minutes si vous voulez lire tout ce qui sort. Voilà. Humanité, joie, encourageant, inspirant, réchauffant, super. Humanité, on a beaucoup de inspirant et réchauffant. Voilà, c'est un... Quelle richesse humaine. Bah, écoutez, ça fait du bien de lire tous ces retours. Encore un immense merci et je crois qu'on peut se laisser sur ces belles notes. On vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt et on vous enverra donc la suite des nouvelles du programme dans la newsletter d'HPF. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Soirée. Merci.